Audiobookscapes présente Le retour de Jack l'Éventreur de George B. Livingstone, chapitre 11. Nous sommes le 17 septembre, annonça Scott Marlowe sur un ton lugubre, et nous n'avons pas encore avancé. Le grand patron est furieux. Les hautes sphères l'appellent sans arrêt. Ensuite, ça retombe sur moi. Quand je lui ai montré cette pile de rapports, il a quand même admis que je ne me tournais pas les pouces. Mais il aurait bien aimé avoir un rapport de plus, signé de votre main. Ce serait une faute administrative, objecta Higgins. Vous savez bien que mon nom ne peut pas apparaître officiellement. Scott Marlowe songeait au carnet noir, sur lequel l'ex-inspecteur-chef prenait des notes. Il trouvait le procédé archaïque et dépassé à l'heure des ordinateurs et de l'intelligence artificielle. Mais la méthode devait posséder quelques vertus, puisque Higgins avait obtenu grâce à lui de spectaculaires succès. À moins que le secret ne résidât dans le crayon Stettler Tradition Bay. Avez-vous d'autres courses à faire aujourd'hui? Celles d'hier se sont révélées suffisamment instructives. De quelle manière? Vous n'ignorez pas, mon cher Marlowe, que les juifs traditionalistes observent des règles précises. Beaucoup d'entre elles sont anciennes et remontent au temps biblique. Un vieux rabbin, avec lequel j'ai passé la soirée, m'a appris qu'un de ses textes préconisait la mise à mort des prostituées. Il comparait cet acte au travail, du boucher qui abat rituellement les bêtes en les préparant, selon un rituel de purification pour le sacrifice et la consommation. Ne faut-il pas tout tenter pour chasser l'impureté de notre monde? Livré aux forces maléfiques, le superintendant ne termina pas les œufs au bacon qu'il s'était fait servir dans son bureau. Le rabbin Eliphas. Ce serait donc lui, le nouveau Jack l'Éventreur. Conclusion hardie, estima Higgins. Il n'y a aucun doute. Il est juif, il est rabbin, il applique les préceptes rituels. Mais ils ne correspondent guère à son désir avoué d'entraîner les dames de mauvaise vie, de quelque confession qu'elle soit, sur le chemin du repentir. Il semble tout à fait sincère dans sa démarche. Rideau de fumée, jugea Marlowe, ou pis encore, il mène une croisade. Il veut convertir des femmes égarées et, comme il n'y parvient pas, il les assassine comme il égorge des animaux dans sa boucherie. Nous avons tout, Higgins. L'assassin, le mobile et l'arme du crime. Vous allez un peu vite en besogne, mon cher Marlowe. Ce ne sont encore que des suppositions. Quant au couteau que le rabbin porte en permanence sur lui, souvenez-vous de l'analyse du laboratoire. Aucune trace de sang humain. L'argument contraria le superintendant. Il se sera servi d'un autre? Il faudrait fouiller sa boucherie. Un assassin de cette trempe conserverait-il chez lui la preuve de sa culpabilité? Peu probable, admit le superintendant. Alors, arrêtons-le et provoquons ses aveux. Je vous le déconseille. Nous n'avons aucune certitude. Si nous nous trompons, nous provoquerons la colère de la communauté juive sans pour autant avoir identifié le vrai coupable. Imaginez-vous l'ampleur du scandale. Au visage anxieux de Scott Marlowe, Higgins s'aperçut que son imagination fonctionnait à merveille. Des lettres de dénonciation continuent d'arriver, déplora-t-il. Que comptez-vous faire à présent? Bien que ce soit contraire à un mode de vie raisonnable, déclara Higgins, je vais être obligé de boire. À ce soir, mon cher Marlowe. Quand l'ex-inspecteur-chef quitta son bureau du Yard, le superintendant, en proie à un début de dépression, termina son petit déjeuner par une rasade de whisky. Higgins lui-même ne lui avait-il pas indiqué la voie à suivre? Brownfield Road n'était pas une artère des plus sympathiques. À la limite de Whitechapel, la ruelle, bordée de maisons de briques noirâtres toutes identiques, était particulièrement sinistre. Pourtant, le temps s'était nettement amélioré. Il ne pleuvait plus. Le brouillard avait disparu. Les nuages passaient vite dans un ciel chargé. Devant chaque maison, un minuscule jardinet protégé par une barrière basse. Aux fenêtres, des rideaux de couleur. La ruelle ne comprenait qu'une dizaine de maisons. La dernière d'entre elles, adossée à un mur aveugle, était ornée d'une plaque en bois sur laquelle avait été gravée une inscription presque illisible « Sergei Sitachenko ». Higgins sonna, après avoir essuyé ses chaussures sur un paillasson relativement correct. Un pas lourd se fit entendre. Le Russe ouvrit mollement la porte. « Inspecteur, c'est moi que vous voulez voir? Ah, si vous y consentez, monsieur Sitachenko. Souffrez-vous des dents? Par bonheur, elles sont solides.
Mais alors, ce serait pour les meurtres, simplement pour mieux vous connaître. Mais bien, entrez, la maisonnette de Sergueï Sitachenko se composait de 2 pièces et d'une cuisine au rez-de-chaussée, d'une chambre et d'un cabinet de toilette à l'étage. La première pièce était un véritable musée où l'émigré avait exposé des cache-pots du 19e siècle décorés de guirlandes et de feuilles de chêne, des assiettes de giens bleus et blancs, des soupières appartenant à la vaisselle de la cour du tsar, un éléphant dans un magasin de porcelaine. Pensa Higgins, tant le contraste était violent entre l'épais personnage et la fragilité de ses pièces délicates. De véritables chefs-d'œuvre, déclara Sergueï Sitachenko, les larmes aux yeux. C'est mon trésor le plus précieux. Il me rappelle mon pays et mon passé, les jours où j'étais heureux avec ma... Le Russe s'interrompit comme s'il en avait trop dit. Avec votre mère? Précisa Higgins. Regardez cette assiette, implora le gros homme, saisissant la jolie pièce entre ses doigts boudinés. N'est-ce pas une pure merveille? Ce bleu délicat, ce blanc tendre, cette ligne parfaite. Peut-on imaginer plus émouvant? Je sens que vous êtes une âme sensible, inspecteur, exactement comme moi. Une lueur de gourmandise fit briller les yeux du Russe. Et je ne vous ai pas montré le meilleur. Votre cabinet de dentiste? Il n'y en a pas. Les interventions, je les pratique dans la cuisine. Non, je voulais parler de mon salon de Porto. L'ex-inspecteur-chef ne s'était pas trompé. Il redoutait quelque chose dans ce genre-là. En revanche, il s'était mépris sur la qualité des produits consommés par son hôte, sur les commodes, Regency, d'un salon qui n'aurait pas déparé les plus riches demeures de Londres, trônait de fort estimables bouteilles, un national, de chez Donoval à la robe jaune, au reflet vert, un vintage de chez Taylor's, ou Graham Malbedos, et un vintage Dow's, toutes millésimées et appartenant à de remarquables cuvées. Bien que petit, ce salon de Porto témoignait d'un réel sens du raffinement et du luxe. Au-dessus des bouteilles trônait un sous-verre montrant un paysage portugais. Surmonté d'un texte d'Albert Thibaudet à la gloire du vin, cet or du commerce. Il me semblait le connaître, devenu liquide, ambré, savant et chaud, comme la période de Chateaubriand, dans le Porto somptueux des universités britanniques, qui a la densité de ses gazons, la vieillesse de ses collèges de la Renaissance, et en qui l'on boit à la fois la tradition anglaise et, puisqu'il est d'outre-mer, la tradition communale. Higgins jugea la péroraison un peu alambiquée, mais loua le ciel de n'être point tombé chez un amateur de thé. Le Porto, avoua Sergueï Sitachenko, c'est mon vice et ma religion. Grâce à lui, j'échappe aux idées noires. Son goût de noix, de réglisse et de menthe me rappelle les soirées d'antan. Dans notre demeure, où brillait un grand feu, pendant que la neige tombait. Vous m'êtes très sympathique, inspecteur. Ce que je vais vous faire goûter, vous ne l'oublierez jamais. L'exilé ouvrit les portes d'un buffet, dont il sortit une bouteille de vintage. Croft portant la date de 1927, il la serra longuement contre sa poitrine avant d'en ôter le bouchon, et de verser un peu du précieux liquide dans 2 verres. Puis il entama une sorte de balai circulant, comme l'exigeait le rituel britannique, dans le sens des aiguilles d'une montre. Faire passer le Porto de droite à gauche eût été un crime contre la civilisation. Savez-vous, inspecteur, que cette qualité de Porto est celle servie à la table des monarques à Buckingham Palace? Ce sont des nez anglais qui en garantissent le fruité. Cette bouteille provient du domaine de Quinta de Roeda, au cœur de la vallée du Douro. Il n'existe rien de plus sublime. Les 2 hommes trempèrent ensemble leurs lèvres dans le nectar. Le bouquet, il est vrai, était exceptionnel. À mon club d'archéologie, révéla Higgins, nous avons eu l'occasion de goûter un Noval national de 1931 provenant des vignes du Haut-Douro, mais le vôtre est excellent. Le Russe faillit laisser échapper son verre. Non, ce n'est pas possible. Je croyais que c'était une légende. On m'a dit qu'il n'en existait, plus que quelques bouteilles, dans la cave du roi d'Espagne. Finissons celui-là, j'en ai un autre, plus rare. 2 bouteilles de Porto plus tard, Sergueï Sitachenko était euphorique. Après tout, la vie n'est pas si triste. Tant qu'il y aura cette liqueur des dieux, elle vaudra la peine d'être vécue.
N'avez-vous jamais songé à vous marier? Me marier? Pouah, quelle horreur! Une femme me dérangeait dans mon paradis, casser mes assiettes et m'empêcher de boire, qu'elle reste dehors, c'est traîner. Votre mère, pourtant, devait être une personne charmante. Le regard de l'exilé s'assombrit. Sa voix devint pâteuse et incertaine. Ma mère, c'est différent. Je l'aimais et elle m'aimait. Elle aussi, elle buvait du Porto. Elle me racontait de belles histoires avec des dragons et des princesses. Des dragons, j'en ai rencontré des centaines, mais pas de princesses. Étiez-vous riche? Plutôt, ma famille avait de nombreuses terres. On nous a tout pris. Il ne restait plus qu'à partir. Mon père est mort là-bas. Votre mère est donc venue en Angleterre? Oui. Nous avons vécu dans l'East End, où elle est morte. Je n'avais que 10 ans. C'est dur pour un petit garçon de se retrouver dans une cité étrangère et hostile. J'ai dû me débrouiller, me lancer dans des petits boulots. Et votre mère? Quel était son métier? En Russie, c'était une grande dame. Ici, elle a vendu des fruits et des légumes sur les marchés. Une honte. J'aurais voulu lui offrir des fourrures, la couvrir de bijoux et la rendre heureuse. Mais je n'étais qu'un petit garçon. Je ne pouvais que souffrir. Avez-vous conservé des photographies de votre mère? Aucune. Elle était belle, si belle. À la fin de la 3e bouteille de Porto, Sergueï Sitachenko sombra dans une de ces détresses slaves, aussi noires qu'un puits sans fond. Il pleura, chanta, but encore, pleura à nouveau. Dans cet état-là, il ne pouvait plus répondre à des questions. Higgins, malgré une migraine certaine, joua le rôle d'un confident digne et muet, espérant glaner quelque information dans ce délire alcoolique. Mais ses maigres connaissances du dialecte, moscovite utilisé par Sergueï, Sitachenko se révélèrent insuffisantes. Aussi se décida-t-il à prendre congé d'un exilé qui continua à se lamenter sur le bonheur perdu. Quelques gouttes d'une teinture mère de chélidomium, Majus préparée par le pharmacien. Nelson permirait à Higgins de paraître devant Scott Marlowe comme s'il n'avait absorbé que de l'eau minérale. Une légère douleur, néanmoins, subsistait dans l'occiput et au niveau des tempes. S'il n'avait mené une vie d'ermite au grand air, l'ex-inspecteur-chef n'aurait pas été capable de résister à une telle épreuve. Certes, il aurait souhaité prendre quelques repos, mais il lui restait une tâche urgente à accomplir. Scott Marlowe, les yeux rougis par la lecture, affichait une humeur incertaine. Ce Russe ventripotent vous a-t-il appris quelque chose? C'est un personnage complexe, superintendant. Il est plus retors que nous ne l'avons supposé. Sa lourdeur est un masque. Il ne manque pas de raffinement. C'est avec lui que vous avez bu du Porto d'exceptionnelle qualité. Le détail n'impressionna pas le superintendant qui n'appréciait que le whisky. Cet homme-là, l'éventreur, je n'y crois pas, Higgins. Il nous faut quelqu'un de vif qui se déplace avec rapidité. Méfions-nous, recommanda l'ex-inspecteur-chef. Je vous assure qu'il trompe son monde. Il ment et dissimule avec un art certain. Aussi ai-je besoin de votre aide pour vérifier un détail capital. Un interrogatoire sur place? Higgins toussota et lissa sa moustache poivre et sel. Pas exactement. Plutôt une visite nocturne et un peu illégale. Le superintendant rougit. Higgins, vous n'y pensez pas. Si, justement. Comme il est hors de question de rentrer par effraction, j'aimerais que vous me procuriez un trousseau de passe-partout. Ainsi, mes investigations demeureraient invisibles. Une descente de police risquerait d'alerter le suspect. Et s'il vous surprend, n'auriez-vous plus confiance en moi, superintendant? C'est bien risqué. Quand comptez-vous entreprendre cette expédition que je désapprouve? Cette nuit même, si le chemin est libre, sinon demain. Marlowe céda, sachant que la bataille était perdue d'avance.